Alors je vais commencer par une dérobade, puisque le titre que j'avais transmis à Annick Peters évoquait les Mérovingiens initialement, et puis comme vous pouvez le constater derrière moi, je n'évoquerai aujourd'hui que le monde franc à partir du moment où il est officiellement devenu un empire, nommé comme tel dans les sources, donc à partir de l'année 800, quand Charlemagne se fait couronner empereur à Rome, et restaure ainsi un empire occidental qui avait disparu depuis 476. Alors à cette époque, donc au début du IXe siècle, les Francs sont entrés en contact avec les populations d'Europe centrale. En effet, à la fin du 8e siècle, Charlemagne, qui avait d'abord imposé ou restauré son autorité dans les marges orientales de son propre royaume, se trouve désormais confronté à ses nouveaux adversaires, et un de ses grands faits de gloire dans ce contexte-là, c'est la victoire de ses armées contre l'Empire Avar, donc en vert sombre derrière moi, contre l'Empire Avar en 796, qui débouche sur l'annexion de ce même empire, en tout cas d'une partie de cet empire, et la disparition rapide du nom même des Avars. En gros, après le premier quart du IXe siècle, on ne parle plus que des Slaves pour désigner ces populations d'Europe centrale. Et donc, concrètement, on a une coïncidence presque parfaite entre cette victoire carolingienne en Europe centrale et le titre d'empereur pris par le roi des Francs. Une coïncidence qui est sans doute pas fortuite, qui s'explique par plusieurs raisons. En gros, cette victoire a fourni à Charlemagne à la fois la légitimité, le prestige et sans doute aussi les ressources pour être un candidat éligible à ce titre. Ressources puisque le butin récolté face aux Avars, d'après tous les textes de l'époque, a été inouï. Enfin, les Francs n'avaient jamais vu ça. Donc, en l'occurrence, il y a un lien congénital entre le concept impérial d'un côté et les relations entretenues avec les voisins de l'Est. Et donc, dans ce contexte, on peut se demander comment le monde franc a perçu, géré, défini ces peuples-là. Alors, pour répondre à cette question, il faut prendre en compte deux phénomènes que je détaille dès cette introduction. D'abord, dans les sources franques, les populations d'Europe centrale ne sont pas toujours reconnues comme des peuples. En effet, les textes oscillent à leur sujet entre les termes de genus et les termes de gens ou gentes au pluriel. Alors, comme le sens de ces mots a un peu évolué depuis l'Antiquité classique, je préfère préciser de quoi il s'agit. Le terme de genus, dans ces sources, systématiquement employé au singulier, dans ce contexte en tout cas, présente les Slaves et les Avars comme un seul bloc, une seule catégorie humaine, sans subdivision interne, mais radicalement différente du reste de l'humanité. Et notamment différente des Francs. Donc ce genus-là est radicalement différent du reste de l'humanité, tout comme le genus des chiens est différent du genus des chats ou quelque chose comme ça. Donc c'est un concept qui est proche de l'espèce et pas du tout du peuple. En d'autres occurrences, au contraire, on emploie les notions de gens ou gentes avec généralement un ethnonyme associé, donc on parlera de la gens des Bulgares, la gens des gens de Bohême, etc. Ce qui désigne donc des groupes plus restreints et aussi plus organisés, puisqu'on associe à chacune de ces gentes un roi, des lois, une politique commune, etc. Or, entre ces deux termes, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une chronologie assez nette. On peut percevoir un moment de basculement qui est le milieu du IXe siècle, alors qu'auparavant, les sources employaient presque uniquement le terme de genus à propos de ces groupes d'Europe centrale. Par la suite, ce sont très majoritairement les termes de gens ou gentes qui sont employés pour désigner les voisins slaves ou avars. Et donc c'est à partir de cette époque que les peuples d'Europe centrale deviennent officiellement, lexicalement, des peuples sous la plume des auteurs carolingiens. Donc ça c'est une première variation, tantôt ils ne sont pas des peuples, tantôt ils en sont. La seconde variation, c'est que ces mêmes populations sont présentées alternativement sous le jour d'une très grande altérité, une altérité négative, donc une forme de sauvagerie, voire de monstruosité. Donc parfois, ils sont présentés sous la forme d'une très grande altérité, ou au contraire, parfois sans aucune forme de distinction par rapport aux Francs. Et pour cette seconde distinction, donc sauvage ou pas sauvage, là il n'y a aucun moment de basculement, il n'y a pas de chronologie, c'est en permanence que les Slaves sont décrits tantôt comme des sauvages, tantôt comme des autres nous-mêmes du point de vue des Francs, dans des sources qui sont strictement contemporaines. Donc ce sont des catégories très fluides. Les Slaves sont parfois présentés comme une espèce féroce, parfois au contraire comme un peuple modèle, et donc l'objet de ma communication va essayer de montrer ce qui permet d'expliquer de tels basculements dans les sources franques, ce que je vais faire en 3 temps. Alors, un premier élément qui ne vous surprendra pas, c'est que ces variations sont déterminées notamment par le type des sources concernées. Il y a ainsi des auteurs qui, par ignorance ou pour s'inscrire dans le genre littéraire qu'ils sont en train de pratiquer, préfèrent creuser le filon de l'altérité slave, alors que d'autres, au contraire, faisaient un autre choix.
je vais exploiter 3 exemples qui figurent sur votre exemplier et qui illustrent bien, je crois, la palette des possibles. Le premier cas, le premier extrait, est de l'ordre du mythe et il concerne 2 démons bibliques qui sont référencés à plusieurs reprises dans la Bible, notamment dans l'Apocalypse, qui sont appelés Gog et Magog, 2 démons qui sont présentés déjà dans la Bible comme des fléaux pour l'humanité. Or, depuis l'Antiquité tardive, donc pas depuis la Bible, mais depuis l'Antiquité tardive, une légende associait ces 2 noms à celui d'Alexandre le Grand. On écrivait en effet que ce dernier, parmi ses nombreux exploits, aurait vaincu Gog et Magog et les aurait enfermés derrière un gigantesque rempart montagneux dans une prison qu'on appelait parfois les marais méotiques. Mais de temps en temps, dans ce schéma, Gog et Magog parviennent à s'enfuir et dans ces cas-là, on espère vivement l'apparition d'un nouveau dirigeant énergique pour réussir à les contenir. Or, depuis le milieu du 8e siècle, de nombreux textes occidentaux associent Gog et Magog avec les peuples d'Europe centrale. Donc ces derniers seraient le nouvel avatar de ces démons bibliques, donc des gens très très monstrueux, échappés de leur prison montagneuse orientale pour nuire tout particulièrement aux francs chrétiens. Cette combinaison thématique traverse les siècles, mais je vous en propose simplement un exemple dans le premier document, qui est un extrait d'une épitaphe, pour un personnage qui s'appelle Éric de Frioul, qui est donc un chef militaire franc, mort en Istrie, donc là où se trouve le cercle rouge sur ma carte, mort en Istrie face aux Slaves, à une époque où Charlemagne essaye de conquérir cette région. Éric est mort en 799. On est en Istrie, donc dans un paysage qui ressemble un peu à quelque chose comme ça, donc avec une barrière rocheuse magnifique, derrière laquelle se trouvaient effectivement à cette époque les adversaires militaires redoutés ou combattus par les Francs. Et donc dans ce cadre-là, dans un cadre géographique comme ça, l'auteur exploite assez intelligemment, il adapte assez intelligemment le thème de Gog et Magog, qui est suggéré ici par la notion de marais méotique, donc cette fameuse prison légendaire des deux démons. Il adapte ici le thème de Gog et Magog pour présenter les Slaves comme le grand fléau oriental que la civilisation doit contenir. Donc géographiquement et littérairement, c'est une assez belle trouvaille. Je crois quand même qu'il ne faut pas trop surestimer la croyance réelle de l'auteur dans le caractère monstrueux de ces peuples. On est ici dans un cadre strictement poétique, funèbre qui plus est, ce qui permet un peu l'exagération pour montrer le caractère monstrueux des meurtriers. Dans ce cadre-là, l'auteur reprend un thème littéraire issu de la littérature de fiction. Ça se vendait bien, c'était un peu l'héroïque fantasy de cette époque-là, si vous voulez. Et donc, il en profite quand même pour accentuer l'altérité des Slaves, pour répondre au genre littéraire dans lequel il s'inscrivait. Un deuxième cas de figure, c'est celui des Annales royales, c'est dont je vous propose un extrait dans le document numéro 2. Alors, je ne reviens pas en détail sur la nature de ce texte, mais on peut présenter ça comme une sorte d'organe officiel qui présentait, année après année, un bilan de l'année écoulée du point de vue de l'empereur. C'est un peu une sorte de note de synthèse sur l'année qui vient de se terminer. Dans ce type de texte, on n'a aucune mention de l'ordre du fantastique, il n'y a pas de Gog, de Magog et ce genre de choses. On cherche à décrire les peuples slaves de manière plutôt réaliste. En revanche, ce qui est très significatif ici, c'est que ce texte reflète une assez grande ignorance à propos des populations en question, surtout si elles sont un tout petit peu éloignées des frontières franques. Et en particulier, dans l'extrait que je vous propose, il y a un passage assez étonnant à propos du royaume de Bulgarie dans les années 820. Le royaume de Bulgarie est donc l'un des principaux héritiers de l'Empire avare après la fin du 8e siècle, donc une des principales grandes puissances autour de la Méditerranée. Dans les décennies dont je vous parle, les Bulgares font trembler Constantinople, infligent des sérieuses défaites aux Carolingiens, etc. C'est un groupe important. Or, de toute évidence, les Francs, d'après cet extrait, les Francs sont très gênés pour négocier avec ce royaume, parce que pendant 3 ans de suite, ils ne sont pas capables de déterminer qui était le roi de cette très très grande puissance. Et du coup, on peut constater dans l'extrait qu'ils hésitent, ils font des gaffes, et finalement, la conséquence, c'est qu'une guerre est déclenchée et qu'ils perdent une bataille importante qu'ils n'auraient sans doute pas voulu mener. Donc en l'occurrence, la politique expansionniste de l'Empire carolingien était très gênée par le manque d'informations à propos des voisins orientaux, même très importants. Et puis enfin, il y a un troisième cas de figure, qui est celui des voyageurs, dont le point de vue est documenté notamment dans le texte qu'on appelle le Géographe bavarois, c'est mon troisième extrait, qui a été conçu à la fin du IXe siècle. Dans cet extrait, vous pouvez constater que ce texte, d'un type assez rare,
C'est un peu un apax dans les sources carolingiennes, mais ce texte fournit le nom de peuples assez nombreux par ordre géographique. On part du nord, on part de la mer Baltique, et puis on descend le long de la frontière franque en direction du sud. On fournit donc une liste de peuples, et cette fois il faut signaler qu'il y a une excellente connaissance de la part de l'auteur à propos de la géographie de l'Europe de l'Est, cela jusqu'en Asie centrale, en termes de connaissances géographiques, c'est ce que les Carolingiens ont fait de mieux. Et donc l'auteur fournit une liste avec un simple chiffre brut à chaque fois, qui est celui des cités que contient le peuple en question. Alors, on ne sait pas très bien ce que désignent ces cités, visiblement des entités administratives, peut-être aussi des points d'accueil pour les commerçants, ce serait une sorte de vademecum pour celui qui voudrait circuler en Europe orientale. En l'occurrence, dans un texte comme ça, on n'a aucune mention morale, une seule exception à propos des Turcs qui sont décrits très fugitivement comme un peuple très féroce, et puis c'est tout, et on passe à la suite. À part ça, tous ces peuples d'Europe de l'Est ou d'Asie occidentale sont réduits à une liste très froide, très efficace, un peu comme un plan de métro, si vous voulez, une comparaison anachronique. Donc vous voyez que la palette est très variable, qui dépend en partie du genre littéraire dans lequel s'inscrit l'auteur et de la précision des connaissances dont il disposait à propos des populations en question. Alors à côté de ce premier facteur, un deuxième réside dans la géographie, puisque la perception de ces peuples d'Europe centrale par les Carolingiens dépend notamment de la distance. Et en l'occurrence, c'est un phénomène assez frappant, c'est que dans d'autres contextes, il y a des sociétés qui définissent très précisément les peuples les plus proches d'elles-mêmes et moins précisément les peuples qui sont plus loin, qui sont plus éloignés. En l'occurrence, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que plus un peuple est proche, et plus il est l'objet d'une sorte de flou artistique qui lui retire toute spécificité ethnique. Un bon exemple à ce sujet se trouve dans un document appelé le Capitulaire de Raffelstätten, c'est le 4e document que je vous propose. Qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de règlement douanier qui a été rédigé vers 900 et qui concerne la zone frontière entre les Francs de Bavière et les Slaves situés plus au nord. Donc en gros, on se situe le long du Danube, qui sert alors de frontière dans cet espace. Les noms de lieux décrits dans ce document sont les triangles jaunes qui figurent sur la carte derrière moi. Et donc ce texte décrit les règles de l'importation et de l'exportation le long de cette frontière. On stipule notamment qui peut importer quoi et à quelles conditions. Et le principe général, c'est que les Francs locaux, en l'occurrence les Bavarois, qui habitent près du Danube, ces Francs locaux peuvent commercer sans payer de taxes commerciales sur les produits en question. On considère que c'est une sorte d'autoconsommation, et donc eux ne payent pas de taxes commerciales. Or, ce qui est assez frappant dans ce texte, c'est que les Slaves qui habitent immédiatement au nord du Danube, donc en gros les populations de Bohême et peut-être aussi celles de Moravie, ces Slaves bénéficient des mêmes privilèges. Et dans ce texte, on les définit uniquement comme les Slaves de la région, les Slaves de ce secteur-là, et juridiquement parlant, ils sont strictement assimilés aux Francs. On n'établit aucune différence, ni ethnique, ni juridique, ni commerciale, ni fiscale entre eux et les Francs, ce qui leur donne, soit dit en passant, un statut nettement plus favorable que les Juifs, même les Juifs de la même région, qui, eux, au contraire, payent les taxes plein pot. Donc ces Slaves, on leur nie toute spécificité, sans employer le moindre ethnonyme, ni le moindre toponyme. Tout n'est qu'une question de distance par rapport au Danube qui fait office de frontière entre les deux groupes. Inversement, le même texte décrit des Slaves plus lointains, il est question des Slaves de la Baltique ou des Russes. Eux sont bien nommés comme des entités politiques spécifiques et par conséquent, ils payent les taxes au prix fort. Alors, nous ne savons pas du tout quels étaient les moyens des douaniers pour identifier les uns les autres. Donc, comment faisait un douanier carolingien pour distinguer un habitant de la Bohême d'un Russe? Nous n'en avons aucune idée. Mais juridiquement, on est bien en présence d'un gradient de différence dans lequel l'identité ethnique est proportionnelle à la distance. A fortiori, quand il s'agit d'intégrer des peuples d'abord bien définis à l'intérieur de l'Empire, notamment quand il y a un élargissement des frontières carolingiennes, dans ces cas-là, l'identité de ces peuples est effacée assez vite. Et un dossier parlant à cet égard, c'est celui des Avars, après leur défaite de 796. Donc, en 796, Charlemagne les armées de Charlemagne vainquent et conquièrent les Avars. En 805, l'ex-dirigeant de cet empire vient à la cour de Charlemagne pour solliciter l'attribution d'un territoire désormais sous domination franque
parce qu'il dit que là où il se trouvait auparavant, il est désormais en but à des révoltes, peut-être des représailles de la part des populations slaves que lui-même dominait auparavant. Donc Charlemagne le reçoit, il accepte sa requête et installe donc ce dirigeant et ses hommes dans ce secteur-ci, sans doute dans l'espoir que ce groupe, qui connaît bien le terrain, constitue un défenseur particulièrement efficace des nouvelles frontières franques contre ces nouveaux adversaires que sont les gens de Bohême et de Moravie. Donc on assiste à la création d'un reliquat de peuples avares sous domination franque. Il semble que dans un premier temps, ce groupe bénéficie de statuts quelque peu spécifiques, en particulier qu'il soit exempté de dîmes pendant quelques années, quelques décennies, pour lui donner le temps de s'habituer aux institutions chrétiennes sans passer tout de suite par la case du percepteur d'impôts. Donc pendant quelques années, les statuts sont un peu spécifiques, mais ce système ne dure pas très longtemps. En 825, on évoque encore une ambassade de ces avares à la cour impériale, et puis c'est fini. C'est la dernière occurrence du nom de ce peuple dans les sources franques. Par la suite, leurs dirigeants sont remplacés par des comtes d'origine occidentale dès 827, l'exemption de dîmes est supprimée en 829, bref, moins de 25 ans après la création de cet État tampon, et bien la spécificité ethnique de cette population est totalement effacée. Et si on prend en compte le fait que les autres grandes puissances d'Europe centrale, notamment les Bulgares, en font de même avec les Avars, il ne reste politiquement plus rien. À partir de 825, il ne reste plus rien de l'Empire avare qui paraissait encore éternel 3 décennies plus tôt. Alors dans le cadre carolingien, cette disparition assez rapide est d'autant plus frappante que dans les siècles précédents, les Francs avaient fait une place spécifique au peuple qu'ils avaient envahi. Quand les Francs avaient conquis les Thuringiens, on avait rédigé pour ces derniers une loi des Thuringiens qui allait subsister à travers les siècles. Même chose pour les Bavarois, même chose pour les Saxons, etc. Dans le cas des Avars, et par la suite il en va de même pendant tout le IXe siècle, dans le cas des Avars, rien de tel, on a une très brève période transitoire, et puis ces peuples conquis au IXe siècle ou plus tard, sont rapidement assimilés sans qu'on prenne en compte du tout leurs différences. Alors pourquoi? Est-ce que leur structure sociale et politique était trop différente des Francs et rendait donc vaine une forme d'intégration politique de type fédéral? Est-ce qu'au contraire ces structures étaient trop proches de celles des Francs, de sorte qu'on n'éprouvait pas le besoin de leur donner des institutions spécifiques? Est-ce qu'il faut incriminer l'idéologie impériale, puisque chronologiquement, les Francs deviennent plus assimilateurs après le couronnement de 800? Je n'en sais rien. Concrètement, je n'en sais rien, mais il y a là un tournant dans la gestion de ces peuples conquis par les Francs qui mérite d'être noté. Et puis enfin, par-delà l'argument géographique, il faut prendre en compte encore un dernier facteur, c'est-à-dire l'évolution des intérêts francs au courant du IXe siècle, avec l'apparition de nouveaux groupes d'intérêts, et ces nouveautés ont contribué à modifier en partie l'ethnographie carolingienne. De quoi s'agit-il? Ces phénomènes sont les suivants. D'abord sur le plan militaire, après la victoire de 796, les Francs entrent dans une phase de stagnation et même parfois de régression militaire, non seulement face aux Normands que tout le monde connaît mais qui ne m'intéressent pas aujourd'hui, mais aussi face aux Slaves et un peu plus tard face aux Hongrois. Donc il y a une stagnation militaire et ce manque de succès est un gros motif de frustration pour les chefs militaires francs qui sont en poste le long de la frontière orientale, non seulement parce que leur honneur de chef militaire est mis à mal, mais aussi parce que leur rémunération est un peu plus difficile, puisque cette rémunération reposait en partie sur la redistribution des biens qui étaient pris à l'ennemi, des butins. Donc sur le plan militaire, on a ce facteur de tension interne au monde franc. Sur le plan religieux, au cours du IXe siècle, l'heure est désormais à l'évangélisation et à la christianisation des populations conquises, ce que les institutions ecclésiastiques d'Occident font en ordre dispersé. Elles le font en ordre dispersé et surtout dans une relation de concurrence les unes avec les autres, puisque au nord de la frontière, l'archevêché de Hambourg dispute ce rôle missionnaire à l'archevêché de Mayence, l'archevêché de Salzbourg rivalise avec les sièges voisins de Passau et d'Aquilée pour évangéliser les gens de Bohême et de Moravie. La papauté, de son côté, cherche aussi à s'imposer comme directrice de la mission chrétienne en Pannonie et en Moravie. Bref, là encore, des facteurs de tension interne sont très sensibles.
Et puis enfin, sur le plan politique, la belle unité de l'Empire de Charlemagne vole en éclats à partir des années 840, au profit d'abord de 3 groupes, et puis 5 et puis 7 sous-ensembles géographiques. Bref, sur le plan religieux, comme sur le plan militaire, comme sur le plan politique, on est désormais dans un contexte de groupes distincts au sein du monde franc, qui entretiennent entre eux des rivalités sensibles. Et désormais, ce sont ces groupes-là qui écrivent l'ethnographie concernant les peuples d'Europe centrale. Alors le résultat, quel est-il? Le résultat, c'est que précisément quand se produisent ces phénomènes de morcellement franc, donc vers le milieu du IXe siècle, c'est à ce moment-là que les peuples slaves prennent de la consistance dans les sources franques. C'est exactement dans ces décennies-là que, comme je vous le disais tout à l'heure, le terme de genus cède la place à celui de gens ou gentes pour désigner les Slaves. C'est aussi à cette époque-là qu'apparaissent les ethnonymes qui sont voués à durer, qui sont voués à désigner durablement des peuples slaves dans les siècles postérieurs. C'est à ce moment-là qu'apparaissent le nom des Serbes, le nom des Moraves, des Bohémiens, etc. Et simultanément, le degré de sauvagerie qu'on attribue à ces peuples s'accroît nettement dans les textes carolingiens, qui les présentent comme des peuples qui trahissent en permanence, qu'on assimile à différents animaux, différents monstres, etc. On a donc une coïncidence assez frappante, à savoir qu'on décrit des groupes plus organisés et plus hostiles qu'auparavant, juste au moment où leurs vis-à-vis francs sont plus divisés qu'auparavant entre eux, de façon interne. Donc il y a une coïncidence qu'il faut essayer d'expliquer. Pour ce faire, on peut se dire d'abord que c'est une sorte de hasard des sources, que les Francs ont pris conscience de la diversité de ces populations d'Europe centrale. En gros, quand ils les ont rencontrées, l'évêque de Passau aurait fait savoir à tout le monde que le groupe en face de lui s'appelait les Bohémiens, l'archevêque de Salzbourg aurait fait connaître les Moraves, etc. Donc on a peut-être une part de mirage documentaire, puisque les peuples slaves, dans cette hypothèse, les peuples slaves apparaîtraient dans nos sources, tout simplement au fur et à mesure que les sources s'intéresseraient à eux. Sans doute de ça. Cela dit, une autre explication réside aussi dans l'idée selon laquelle les responsables francs des frontières, donc les chefs militaires que j'évoquais tout à l'heure, les évêques missionnaires sur la frontière, etc., tous ces gens ont peut-être délibérément contribué à façonner l'identité des peuples slaves dont ils avaient la charge. Pourquoi auraient-ils fait ça? D'abord pour des raisons de gestion. Il faut bien voir que pour un compte franc, c'était difficile de négocier avec l'ensemble du monde slave, l'ensemble du monde avar, etc. Et donc il était plus facile pour lui de négocier, de traiter avec un peuple slave d'ampleur moyenne qu'avec un grand royaume ou, a fortiori, avec un empire. Et donc dans certains cas, on a l'impression que ces responsables francs ont fait ce qu'ont fait les puissances coloniales au XIXe ou XXe siècle, c'est-à-dire qu'ils ont tranché artificiellement, qu'ils ont choisi des chefs auxquels ils ont donné une importance bien plus grande que celle que ce personnage avait auparavant, qu'ils ont tracé des délimitations entre les groupes qui étaient parfois largement artificiels, bref, qu'ils ont créé artificiellement des ensembles cohérents à des fins de gestion, chacun choisissant le sien en quelque sorte. Et par ailleurs, dans certains cas, il semble évident que ces responsables locaux ont accentué délibérément le degré d'étrangeté ou de sauvagerie des peuples en question, cela pour justifier leur rôle de gardien de la frontière pour les militaires ou leur rôle de missionnaire dans le cas des ecclésiastiques. Alors on peut citer des centaines d'exemples pour ces formes de caricatures, mais j'en ai retenu simplement une pour votre exemplier, c'est le document numéro 5. C'est un extrait d'une œuvre qui s'appelle les Gesta Caroli et qui est une œuvre de fiction composée dans les années 880 du côté de l'abbaye de Fulda. Celle-ci ne figure pas sur ma carte, mais on est tout près, là encore, de la frontière, on n'est pas très loin de la frontière avec les gens de Bohême. Et dans cet extrait, l'auteur décrit un militaire auquel on attribue les exploits et les propos suivants, je cite. En compagnie de l'empereur, il avait fauché comme les blés, les Bohémiens, les Vils et les Avars. Donc je rappelle que c'est une œuvre de fiction qui remonte un peu en arrière, les événements sont censés se dérouler sous Charlemagne. Et il les avait accrochés à sa lance comme des oisillons. Et puis, revenu victorieux chez lui, il fut interrogé par ceux qui étaient restés chez eux à propos de son séjour dans l'espace des Slaves. Il répondit, avec autant de dédain pour ces derniers que pour ceux qui posaient ces questions, « Je n'ai que faire de ces petits crapauds, j'en embrochais 7, 8 ou 9 sur ma lance, et c'est ainsi que je les portais de ci, de là, alors qu'ils marmonnaient je ne sais quoi. » Vous voyez qu'on a là un beau condensé des privilèges de certains francs à propos de leurs voisins
orientaux, de leurs voisins slaves. Qu'est-ce qui est exprimé ici? L'infériorité militaire, l'hostilité de ces peuples envers les Francs, leur caractère, en tout cas le rapprochement entre ces peuples et des animaux, et c'est certainement pas un hasard si on recourt ici au crapaud. Le crapaud d'abord c'est méprisant évidemment, et puis le crapaud, en tout cas dans la géographie carolingienne de cette époque-là, c'est l'animal du péché. Quand un prêtre est concupiscent, quand une femme est infidèle ou des choses comme ça, il y a toujours un crapaud qui sort de sa bouche ou de son corps. En termes de péché, plus spécifiquement, il arrive que le crapaud soit associé à l'avarice. S'il y a un péché qu'il faut choisir, c'est souvent celui d'avarice pour le crapaud. Et ça, c'est évidemment par hasard, puisque par une étymologie fantaisiste, les auteurs francs attribuent souvent ce défaut-là aux avares et à leurs successeurs, que sont les Slaves. Donc il y a cette forme de caricature animale. Il y a enfin, notez enfin l'altérité linguistique qui est exprimée ici, puisqu'on vous dit « les Slaves marmonnaient je ne sais quoi ». Et ça non plus, c'est pas anodin, puisque dans les années 880, quand ce texte est rédigé, on est exactement dans le contexte durant lequel le clergé catholique prend conscience de l'extrême altérité des langues slaves. On se rend compte que entre les langues germaniques et les langues slaves, il y a quand même un saut plus important qu'entre le bavarois et le saxon. Et dans ces années-là, on débat très fermement pour savoir comment faire passer le message chrétien dans ces langues-là. Est-ce qu'il faut prendre le risque de traduire? Est-ce qu'il ne faut surtout pas le faire? Et ce genre de choses. Bref, on a là un beau condensé du portrait d'une altérité radicale et dépréciative appliquée aux Slaves. Or, sociologiquement, on sait que l'auteur de ce texte était très proche de groupes aristocratiques bavarois qui, pour des raisons diverses, étaient particulièrement hostiles, avec toute une série de raisons personnelles, généalogiques, politiques, d'en vouloir aux Slaves de Moravie, et qui appréciaient donc tout particulièrement, qui étaient donc très friands de ce genre de caricature. Donc ça, c'est un point de vue. A l'inverse, dans les mêmes années, enfin en 890 exactement, l'empereur envoie un émissaire direct, qui n'est pas impliqué dans la région, qui n'a aucun intérêt personnel dans la région. Il envoie un émissaire direct vers les mêmes Slaves, et celui-ci lui remet le rapport que vous voyez dans le dernier document, le document numéro 6. Je lis simplement le passage en gras. L'émissaire s'adresse à l'empereur. « Nous faisons parvenir à vos oreilles le fait que nos envoyés sont venus des secteurs orientaux dimanche dernier. Ils nous ont rapporté que tous les Moraves avaient envoyé d'un même mouvement du bétail pour payer leur dû, comme doivent le faire des serviteurs fidèles. Ils respectent l'alliance et le service qu'ils vous doivent, et ils payent sans aucune contrainte leur charge qui est importante. Ils ont accueilli avec joie l'évêque Bichim et votre autre envoyé, et ils ont nié tout ce qui leur était imputé, tout est sous contrôle, etc. » Vous voyez qu'on lit ici un contre-récit assez clair, une dénégation assez claire, envers une dénonciation des Slaves comme traîtres, comme autonomistes ou des accusations de ce type. Visiblement, quelqu'un, nous ne savons pas qui, mais quelqu'un avait tenté de faire passer un autre message à l'empereur, avait tenté d'exagérer le degré d'altérité des Slaves, soit parce que ce quelqu'un souhaitait prélever plus d'impôts sur les Moraves et que ça avait suscité des protestations, soit simplement parce que ce quelqu'un avait envie d'attiser les tensions entre Slaves et Francs pour des raisons qui restent à expliquer. Et donc avec ce rapport, on s'oppose très nettement à ce que présentaient des groupes comme les aristocrates dont je vous parlais, ceux qui encourageaient la caricature des Slaves, etc., etc. Et du coup, si on rassemble ces différents groupes, on en arrive assez fréquemment, c'est un exemple parmi beaucoup, on en arrive assez fréquemment à un triangle de ce type-là, un triangle dans lequel on a des notables locaux francs situés près de la frontière, ce sont ceux qui sont représentés par le terme de francs en petits caractères, des notables francs qui s'opposent aux Slaves et qui présentent ces derniers comme des groupes très spécifiques et très haïssables. Les Slaves, de leur côté, rejettent cette perspective et cherchent à obtenir un contact avec le roi ou l'empereur, un contact direct avec le roi ou l'empereur, pour se présenter comme des sujets comme les autres, sans aucune distinction ethnique particulière. Et quand, par extraordinaire, ils obtiennent ce contact direct envers l'empereur, donc quand celui-ci envoie un émissaire ou qu'un Slave arrive à se glisser à travers les lignes de front pour arriver quand même à l'empereur, dans ce cas-là, ils obtiennent gain de cause, la baudruche se dégonfle et ils sont à nouveau reconnus comme des sujets parfaitement indifférenciés de l'empereur, comme dans le cadre du capitulaire de Raffelstatten que je présentais tout à l'heure. Donc vous voyez que pour la conception franque des peuples d'Europe centrale, le rôle personnel, sociologique et les intérêts des responsables locaux près des frontières a souvent constitué un facteur important.
Donc pour résumer tout ça, il y a toute une série de facteurs qui peuvent expliquer les variations de l'ethnographie franque à propos des Avars ou des Slaves durant l'époque carolingienne. Mais en conclusion, on peut se poser encore une question supplémentaire. Est-ce que ces variations ne reflètent pas des évolutions sociales réelles, des évolutions sociales et politiques réelles parmi les populations slaves, des évolutions qui auraient vu ces dernières se constituer en des peuples plus définis, plus durables, plus cohérents qu'auparavant, donc ce que les historiens appellent souvent un processus d'ethnogénèse. Est-ce qu'il n'y a pas eu ethnogénèse dont ces sources seraient simplement le reflet? Alors, on ne peut pas totalement exclure cette idée, mais il faut quand même signaler que pour la période précédente, nous n'avons rien, nous n'avons aucune source à propos de ces peuples d'Europe centrale. Et donc, nous manquons totalement de points de comparaison pour établir une quelconque évolution à long terme. En revanche, il semble bien établi, ça c'est certain, que pour les Francs, la définition des Slaves comme des peuples spécifiques, cette définition était bien utile, à la fois pour les faire entrer dans la civilisation et parfois aussi comme un outil de préhension, parfois à des fins prédatrices. Donc il me semble que compte tenu de tout ça, on peut très largement transposer ici ce qu'on a souvent écrit à propos de l'Antiquité tardive. C'est Patrick Géry, je crois, qui a écrit que les peuples barbares de l'Antiquité tardive étaient une invention de l'Empire romain. Au moins en partie, on peut transposer ça à ce nouveau contexte. En grande partie, le découpage ethnique des populations d'Europe centrale était largement le produit de la société carolingienne, au moins tel que ça se présente dans nos sources.